Voici comment je suis devenu numéro 1 dans divers secteurs et battu un record mondial. Appliquez ce processus pour réussir ce que vous voulez. Je suis Alistair Musey. Mon portefeuille chez acquisition.com génère 250 millions de dollars par an. Mon livre a généré 106 millions de dollars en un week-end, battant le record Guinness de vente en non-fiction. C'est ma preuve. Ici, je partage un changement de vision pour obtenir ce que l'on veut en affaires. Cela va bousculer vos croyances. Je parle à des chefs d'entreprise pour gagner ma vie chaque semaine depuis plus de 10 ans. Et l'une des choses qui m'exaspère, c'est l'idée des standards de l'industrie. Vous avez sûrement déjà entendu dire « c'est la norme de l'industrie ». Voici une anecdote qui va changer votre vision. J'ai vu une boîte de 500 millions de dollars récemment. Donc une boîte à 500 millions, efficace mais avec un modèle traditionnel. J'ai vu les dirigeants et les responsables, n'est-ce pas? Et l'entrepreneur qui la dirige voulait que j'examine leur fonctionnement, notamment sur l'acquisition et ce genre de points. Et lorsque je leur ai expliqué leur processus d'acquisition, je leur ai dit « voilà quelques éléments qu'il faudrait changer ». Il y avait une femme présente, responsable d'une bonne partie du processus, c'était sous sa responsabilité. Et au fur et à mesure que je signalais des choses qui n'allaient pas ou qui devaient être améliorées, elle répétait tout le temps « on est dans les normes du secteur ». Et elle disait « nous respectons les normes de l'industrie ». Et elle devenait un peu déstabilisée. Elle s'est sentie offensée parce que je disais « tu sais, ça craint et les chiffres ne sont pas bons ». Il répétait « nous respectons les normes de l'industrie ». Alors j'ai fait une pause et j'ai dit « est-ce que tu te lèves le matin en te disant « je veux vraiment être une entreprise moyenne ?» Nous sommes moyens. La moitié des gens font mieux que nous et l'autre moitié fait pire. Nous sommes moyens. Qui s'en fout, franchement? Je ne sais pas pour toi, mais je ne me suis pas lancé dans le jeu, quel qu'il soit, pour être moyen. L'entreprise moyenne est moyenne. L'Américain moyen est en surpoids. Il est endetté, il est divorcé, il est déprimé. L'entreprise moyenne ne gagne presque rien. Alors pourquoi devrais-je utiliser les normes ou les moyennes de toute l'industrie? Et je dis cela parce que certaines personnes vont me contredire sur certains des sujets dont je parle. En ce qui concerne la marge, quand j'évoque les délais ou la tarification, tu vois, ils répondent « oui, mais dans le CVC, c'est différent ». Comme en SEO, c'est différent. Ou on a tel souci dans le transport routier et c'est différent. C'est la logistique, c'est différent. Non, ce n'est pas le cas. Tu obtiens ce que tu tolères. Tu obtiens ce que tu acceptes et tolères. C'est toi qui fixes les standards. C'est le poste le plus élevé et le plus important de l'entreprise. Et c'est la raison pour laquelle certaines entreprises réussissent et d'autres échouent. C'est la raison pour laquelle Jobs était si important pour Apple. Elon était si important pour Tesla, Xai et toutes les autres choses qu'il fait. Et à un certain moment, tu ne peux en réalité rien faire d'autre dans l'entreprise que de tenir bon, bordel. Et la personne qui devrait diriger chaque département ou chaque division devrait être celle qui a les standards les plus élevés. N'est-ce pas? Et cela s'applique à tout, n'est-ce pas? Tes taux de vente, tes marges, ta trésorerie, ton entourage, ton taux de masse grasse, ta réactivité, absolument tout. Je vais te montrer la feuille de route exacte en 10 étapes pour passer de 0 à 100 millions, ce que moins de 1% des entreprises réussissent. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Je peux donc affirmer avec confiance que voici les étapes à suivre selon la croissance de l'effectif. J'ai analysé ces étapes par 8 fonctions clés, le ressenti et les symptômes de la contrainte, puis les actions menées pour franchir l'étape suivante. Nous avons fait cela dans les logiciels, les produits, les services et les commerces physiques, partout, et tout cela fonctionne. C'est mon cadeau gratuit, le lien est en description, ou allez sur acquisition.com roadmap, entrez vos infos et recevez-le aussitôt. C'est gratuit. Un de mes mentors milliardaires m'a raconté une histoire il y a des années et il m'a dit une chose que je n'oublierai jamais. Il a dit « le profit est contre nature » et je me suis demandé ce qu'il voulait vraiment dire par là. Il a dit « c'est courant et normal que les gens dépensent l'argent qui se trouve sur leur compte en banque et c'est pour ça que la plupart des gens n'ont pas d'argent », m'a-t-il dit. Donc, si tu as une entreprise qui gagne de l'argent et commence réellement à réussir, ce succès subit une pression constante de normalité qui s'y oppose. Quelqu'un doit tenir bon et dire « non, on ne dépensera pas plus, on continuera à gagner plus, on n'aura plus de clients sans embaucher plus. On trouvera un moyen de mieux servir ses clients qu'auparavant sans personnel supplémentaire. Et nous allons le faire encore mieux, encore plus vite, avec moins. »
Alors, laissez-moi vous donner un exemple récent d'une de nos sociétés du portefeuille. Ils devaient recruter 15 commerciaux pour atteindre leurs objectifs du premier trimestre. Le responsable voulait donc embaucher 5 commerciaux par mois, n'est-ce pas? Chaque mois. Il disait qu'ainsi, l'équipe serait mise à l'épreuve, mais que cela assurerait la qualité et préserverait la culture. C'était un plan raisonnable. Mais pour cette entreprise, les commerciaux supplémentaires généreraient environ 4 millions de bénéfices ce trimestre, rien que pour ce trimestre en plus. J'ai insisté, pourquoi pas en un mois? Malgré diverses raisons, il invoquait toujours la culture. On va épuiser l'équipe. On pourrait perdre d'autres ventes ailleurs. J'ai insisté, mais il avait des arguments en retour. Heureusement, c'est un vrai pro. Après la réunion, il m'a dit, 2 de nos gars plus expérimentés sont disponibles. Ils peuvent aider le nouveau manager et en intégrer 3 à 5 chacun. Ainsi, on peut boucler ça en un mois. Et boum, 4 millions de dollars. Encore plus de potentiel l'année prochaine au premier trimestre. Tout ça pour une seule chose, un niveau d'exigence plus élevé. Juste en disant, par exemple, pourquoi ça devrait prendre autant de temps. Si on faisait 1 milliard de chiffre d'affaires ici, on ne dirait sûrement pas qu'il faut embaucher 5 personnes par mois. Impossible, n'est-ce pas? On se dirait, il faut commencer par 50 et en ajouter 50 toutes les 2 semaines. Pas vrai? C'est juste le standard minimal que vous jugez acceptable. Et le plus fou, c'est que on décide de ça, puis on s'agace de ne rien avoir ou d'avoir le fruit de nos standards très bas. Et donc, la façon dont tu peux savoir quels sont tes standards ou ceux de quelqu'un d'autre dans ton équipe, c'est combien de vecteurs d'attaque? Tu t'en sers pour aborder ou résoudre un problème, donc pas question de répéter la même chose 100 fois. Pas très malin, non? On essaye d'atteindre le même objectif avec 100 itérations et angles différents jusqu'à ce que ça marche. Jusqu'à passer le gardien, jusqu'à abattre l'arbre, c'est comme, bon, je frappe de ce côté et je bute sur du roc. Alors, essayons d'un autre angle. Essayons par en dessous. Empoisonnons l'arbre coûte que coûte. Peut-on offrir une prime de 100 000 $ via notre réseau pour un autre SDR? Pourrait-on racheter une boîte avec une grosse équipe de SDR sous-payés ou engager 5 recruteurs pour accélérer? Peut-on faire venir tous les SDR sur place pour les former plus vite pour éviter des soucis de culture d'entreprise? On peut les lancer en 3 jours contre 30, n'est-ce pas? Les 2 meilleurs, les plus expérimentés et disponibles peuvent les remplacer? Bingo, c'est ça? Tout cela a évidemment un coût, mais malgré ces coûts, ça en vaut toujours la peine. Si ça rate, c'est que tu n'attaques pas tes problèmes assez souvent ou différemment. Tu tentes 2 trucs et tu dis « j'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai testé les pubs Facebook, j'ai fait du contenu. J'ai essayé d'embaucher un commercial et ça n'a pas marché. » Ce n'est pas que ça n'a pas marché. C'est que tu n'avais pas assez de compétences pour que ça marche. C'est une très grande différence. Et donc tu vas me dire que personne sur Terre n'a jamais eu le même problème que toi en ce moment. Et parmi tous ces gens sur Terre qui l'ont eu, personne ne l'a résolu. Tu es tombé d'une manière ou d'une autre sur le nœud gordien des problèmes. Personne n'a embauché plus de 5 SDR dans ce laps de temps pour une entreprise de cette taille. Bien sûr que si. Et c'est pour ça que ces gens-là ont réussi. Ils n'ont pas admis l'impossibilité du délai. Ma règle est la suivante. Sauf impossibilité physique, considère que c'est possible. Des handicaps mentaux auxquels ta concurrence s'autorise à se soumettre et à se mesurer. Pas une suggestion, une recommandation et pas une foutue loi, non? Les standards du secteur sont un frein pour tes concurrents qui pensent s'en sortir. C'est le prix à gagner en brisant ce dogme. Car pour être moyen, il suffit de suivre les moyennes de l'industrie. Et la plupart des entreprises dans la moyenne de l'industrie sont nulles, non? Pourquoi regarder? Pour juger, il est ruiné et distrait, il ignore ce qu'il fait. En voyant ces chiffres, je devrais me dire qu'on se ressemble. Est-ce un succès à attendre? Pour être le meilleur, utilise la physique et les maths pour raisonner à l'envers. Et donc, je pense qu'il serait vraiment bien de conclure sur ce superbe passage de Jeff Bezos. Je vais vous le lire car cela illustre ce point. La différenciation, c'est la survie et l'univers veut que vous soyez typique. Dans ma dernière lettre aux actionnaires comme PDG d'Amazon, je dois absolument vous transmettre une dernière chose capitale. J'espère que tous les Amazoniens en tiendront compte. Voici donc un extrait du livre extraordinaire de Richard Dawkins, The Blind Watchmaker. Il s'agit d'un fait fondamental de la biologie. Repousser la mort est quelque chose pour lequel il faut faire des efforts, livré à lui-même, et c'est ce qu'il est. Lorsqu'il meurt, le corps a tendance à revenir à un état d'équilibre avec son environnement. Si vous mesurez la température, l'acidité, la teneur en eau ou le potentiel électrique d'un organisme vivant, vous constaterez généralement qu'elle diffère nettement des mesures de l'environnement. Nos corps sont, par exemple,
plus chauds que leur milieu. Et dans les climats froids, ils doivent travailler dur pour maintenir cette différence. Quand nous mourons, ce travail s'arrête. La différence de température commence à se dissiper et nous finissons par avoir la même température que notre environnement. Tous les animaux ne travaillent pas aussi dur pour éviter d'atteindre l'équilibre avec la température ambiante, mais tous accomplissent un travail comparable. Par exemple, dans un pays sec, les animaux et les plantes s'efforcent de maintenir la teneur en eau de leurs cellules, luttant contre la tendance naturelle de l'eau à s'écouler d'eux vers le milieu sec, le monde extérieur. S'ils échouent, ils meurent. De manière plus générale, sans un effort actif pour l'empêcher, les êtres vivants se fondraient dans leur environnement et cesseraient d'exister en tant qu'êtres autonomes. C'est ce qui arrive à la mort. Sans être une métaphore, cela en constitue une excellente qui s'applique à Amazon, à toute organisation et à chacune de nos vies individuelles. Comment le monde tente-t-il de vous ramener à la normalité? Quel effort faut-il pour préserver votre singularité? De maintenir en vie ce qui fait que vous êtes spécial. Je connais un couple heureux qui a un gag récurrent entre eux. Souvent, le mari regarde sa femme faussement désespérée et lui dit « Tu ne peux pas être normal ?» Ils en rient tous les deux. Et la vérité, c'est qu'il aime justement sa singularité chez elle. Mais en même temps, les choses seraient souvent plus faciles, demanderaient moins d'énergie s'ils étaient un peu plus normaux. Cela arrive à grande échelle, à tous les niveaux. Les démocraties ne sont pas normales. La tyrannie est la norme historique. Si nous cessons de faire tout le travail continu nécessaire pour préserver notre singularité à cet égard, nous atteindrions rapidement un équilibre avec la tyrannie. Nous savons tous que la singularité, l'originalité ont de la valeur. On nous apprend à être soi-même. Je vous demande d'être réaliste sur l'énergie nécessaire pour préserver cette singularité. Le monde veut que vous soyez typique. Il vous tire partout. Ne le permettez pas. Votre singularité a un prix et il en vaut la peine. Le mythe du « sois toi-même » prétend que la souffrance disparaît en l'affirmant. C'est faux. Être soi-même est précieux, mais ce n'est ni facile ni gratuit. Cela demande une énergie continue. Le monde veut sans cesse normaliser Amazon et nous ramener à l'équilibre avec notre environnement. Cela demandera des efforts constants, mais nous pouvons et nous devons faire mieux que cela. Il faut tenir bon, bordel. C'est genre la dernière lettre que Jeff Bezos a écrite. Et pouvez-vous imaginer toutes les choses qu'il voulait dire? La chose qu'il a choisi de laisser, c'était « voici la norme ». C'est ça qui nous rend différents. Et bien sûr, cela demandera du travail, bien sûr, il faudra trouver plus de façons de résoudre le problème. Il se peut que cela coûte des millions de plus pour adopter la meilleure solution plutôt que la solution facile. Mais, genre, si je pouvais juste transmettre cette seule chose, tu peux deviner à quel point quelqu'un sera bon en tant qu'entrepreneur. Fidèles à leurs standards, ils repoussent les limites en se demandant pourquoi pas plus vite ou plus simple. On raconte que Steve Jobs posait l'annuaire sur le bureau en disant « il faut que ça tienne là-dedans ». Les gens répondaient « c'est du jamais vu, non ?» Elon Musk va sur la chaîne de production et dit « 2 boulons pourraient de suffire ». Ils disent « c'est impossible ». Il répond « reviens à la physique, pourquoi ne pas le faire ?» Face à une résistance comme « recrutement impossible », demandez pourquoi. Quelle loi physique nous empêche de recruter plus vite? Si une entreprise 20 fois plus grande embauche 100 personnes par jour, alors pourquoi nous faut-il 1 an? Quel coût refusons-nous de payer pour investir et accélérer notre avenir? Et je pense que c'est cette impulsion, cette énergie implacable, cette volonté de choisir d'être différent, n'est-ce pas? Choisir de défendre une valeur, la valeur parfaite que tu considères comme l'idéal, puis s'efforcer continuellement, même de façon imparfaite, de la mettre en pratique. C'est ce qui fait la différence entre gagner ou perdre. Et je ne parle pas du strict minimum. Si tu veux être moyen, contente-toi de suivre les standards de l'industrie. Mais la plupart des entreprises, si tu regardes l'entreprise moyenne aux États-Unis, elles échouent. Même le propriétaire d'entreprise médian ne gagne presque pas d'argent, n'est-ce pas? Alors pourquoi se mesurer à cela? Nous devons, par définition même, rejeter la grande majorité de ce que font les autres afin d'accomplir ce que les autres ne peuvent pas. Et je pense que c'est comme, je t'encouragerais à être moins raisonnable. Et je dirais que c'est une compétence qui m'a beaucoup servi. Je veux dire, tu peux imaginer dire « Et je veux battre le record du monde » alors que toutes les autres personnes qui ont écrit un livre avaient d'immenses empires médiatiques. Ils ont eu de gros contrats. Ils avaient les médias nationaux derrière eux, même pour des présidents et des monarques qui publiaient des livres. Et moi, je suis juste un gars en Amérique qui dit « Voyons si on peut faire mieux que tous ». Et on l'a fait. On l'a vraiment fait, non?
On a vendu plus que Harry et Obama réunis en 24 heures. S'il vous plaît, ne me tuez pas pour, vous savez, un certain manque de respect envers toute nation secrète, d'accord? C'est juste pour illustrer un point. Quand j'ai fixé cet objectif au début, plein de gens disaient que c'était pas réaliste. Genre, c'est vraiment un chiffre énorme. J'y ai vraiment réfléchi, mais si ça n'arrive pas, on m'a demandé, et si on n'atteint pas l'objectif? Et j'ai répondu, on ose avec audace enfoirer. C'est ça le but. Et alors, si on n'atteint pas l'objectif, ça ne veut pas dire qu'on se donne une excuse pour ne pas essayer. Mais il faut essayer, pas juste dire, on va faire ça et espérer que ça marche. Non, on veut 5 versions où tout part en vrille, et quand même atteindre l'objectif. Et je dis ça car les objectifs que j'ai, et ceux que tu as sans doute, ne t'en excusent jamais. C'est normal qu'ils soient déraisonnables. Tu n'as pas besoin d'être raisonnable. Le monde veut que tu le sois, mais en fait, tu dois être déraisonnable. Tu dois t'ancrer fermement, et il faut une certaine dose d'entêtement. Si Peter Thiel et certains grands investisseurs vantent les entrepreneurs phénoménaux, c'est qu'ils manquent souvent d'amabilité et se passent de consensus. Ils n'ont pas besoin d'être aimés car ils croient en leurs convictions. Tu vois, pour obtenir un rendement exceptionnel, il faut parier contre la sagesse conventionnelle. La sagesse conventionnelle peut avoir raison. Donc, soit tu es idiot, soit tu anticipes, et c'est là que vient la récompense. Alors, quelle loi physique nous empêche de vendre autant de livres? C'est pourquoi nous avons conclu qu'il nous faut plusieurs générateurs, car sans électricité, on ne peut plus vendre de livres. Il nous faut un secours Internet. Sans connexion, impossible de vendre. D'accord? Assez de stock? Il faut les imprimer. Nous avons besoin d'une logistique pour que des centaines et des centaines de personnes expédient ces livres. Il suffit alors que les gens voient l'offre. Assez convaincante, qui ait du sens pour qu'un public suffisamment large dise oui. C'est tout. Et donc, vous avez ces problèmes dans votre entreprise. Vous ne générez pas assez de trésorerie. Vous n'embauchez pas assez vite. Votre prix n'est pas celui voulu. Si vous raisonnez, demandez-vous, qu'est-ce qui nous en empêche? C'est là que vous obtenez des rendements exceptionnels et accomplissez des choses déraisonnables. Mais cela commence par la conviction déraisonnable que vous tiendrez bon, que ce sera votre norme. Que personne ne l'ait fait avant ne signifie rien pour vous, car rien ne les empêchait de le faire. Et tant mieux pour vous d'ignorer le fait de leur médiocrité.